Au sommaire de ce journal, on parlera de la remise de diplôme à la première promotion de l'Institut biblique théologique Le Temps de la Moisson. Au Gabon, l'école internationale du ministère du pasteur Chris Oyakhilome a officiellement ouvert ses portes à Port-Gentil. Actualité africaine au Soudan, Omar El-Béchir, réélu sans surprise à la tête du pays, une élection contestée par l'opposition et critiquée à l'étranger. Il sera question aussi de la démission de Ferdinand Piëch, président du conseil de surveillance du groupe automobile allemand Volkswagen. Bonjour à tous, bienvenue sur Béni TV, vous suivez le journal. Nous démarrons cette édition du 29 avril en religion. L'Institut biblique théologique Le Temps de la Moisson, qui a son siège en Californie et qui est représenté en Côte d'Ivoire par l'apôtre Zouzoua, a procédé à la remise de diplômes aux étudiants de la première promotion du dit institut. Cette cérémonie s'est déroulée le 26 avril dernier à Yopougon, au siège de la Mérade. L'Institut biblique théologique Le Temps de la Moisson, basé aux États-Unis, précisément en Californie, a une représentation en Côte d'Ivoire. Ce dimanche 26 avril 2015, au siège de la Mérade, mission évangélique des rachetés de Dieu, sise dans la commune de Yopougon, dirigée par l'apôtre Pierre Zouzoua, s'est tenue la cérémonie de la remise des diplômes de la première promotion issue de l'Institut biblique théologique des Temps, section Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a été marquée par la présence des hauts responsables du dit institut, à savoir la missionnaire Demi Moore, qui est la représentante mondiale, le révérend James Niketian, président section Afrique, et l'apôtre Pierre Zouzoua, le représentant de l'Institut en Côte d'Ivoire, et plusieurs autres serviteurs de Dieu. Après un moment de louange bien donné, place au message de la missionnaire Denise Moore, qui s'est appuyée sur le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Avant que nous soyons nés, chacun de nous était déjà dans un plan de Dieu. Et nous devons découvrir ce plan de Dieu. Donc, je vous encourage. Cette promotion, qui est la première du genre pour l'Institut biblique théologique Le Temps de la Moisson, est un signe fort pour l'avancement de l'œuvre en Côte d'Ivoire. Les étudiants ont officiellement reçu leur diplôme après plusieurs moments de dur labeur pour la cause de l'Évangile. Ce n'est pas notre désir que les gens aillent à l'enfer. Notre désir que les gens aillent au paradis. Et s'ils peuvent partir, quelqu'un doit prêcher la parole. Amen. Amen. And this morning we want to establish the Bible school Donc here le matin, nous voulons instituer ce institut by proving our love en prouvant notre amour that this Bible school should go on. pour que ce institut biblique continue de sa marche. Cet temps fort de communion avec le Saint-Esprit s'est achevé dans une ambiance festive et fraternelle. Que Dieu bénisse. Initié par le bishop Olivier Bonny lors du programme dénommé Évangélisation parlante qui se tient tous les dimanches à l'église CIPE, ce dimanche 19 avril, les fidèles présents ont pu bénéficier de dons de la part des responsables de l'église. L'évangélisation parlante acte 2 a eu effectivement lieu le dimanche 19 avril 2015 à l'église CIPE La Renaissance des Deux Plateaux, sise derrière la station Olibia Boulevard-Latrille. Dimanche spécial rempli de joie, les fidèles de l'église ont célébré le roi des rois avec à leur tête le bishop Olivier Bonny. Le bishop Olivier Bonny a livré un message fort dont le thème est la grâce et la destinée de Joseph. S'appuyant sur le livre de Genèse au chapitre 37, le bishop Olivier Bonny a expliqué l'importance de la connexion, car pour lui, toute bénédiction passera toujours par une personne que Dieu mettra sur le chemin. Selon lui, au sein de chaque famille, il existe un champion ou leader à l'image de Joseph pour montrer le chemin de la victoire et sortir la famille des difficultés.
la suite de ce message, la vision de l'évangélisation parlante est ici expliquée par l'initiateur, le bishop Olivier Bonny. Dimanche passé, on a donné à une certaine catégorie de personnes. Ce dimanche, on donnera à d'autres personnes qui n'ont pas reçu dimanche passé. L'autre dimanche, on donnera jusqu'à ce qu'à la fin des mois, on ait fait le tour de tout le monde. Et puis le mois prochain, on reprend. Donc dans un mois, il y a quand même une personne qui recevra au moins quelque chose. Donc, on comprend que même si le diable a tout fermé, tu n'as pas à manger, mais il ne va pas fermer l'église. Au moins, il y a un endroit où les jours tu reçois, et une fois dans le mois, on a une gloire au Seigneur. Amen. Donc, quand on finit aussi, on mange. Tu as ton sandwich, tu as ton gobelet d'eau, puis tu as une bouteille de boisson. Amen. Mais le premier dimanche du mois, c'est le dimanche de l'action de grâce prophétisé par Esaïe. Quand ce premier dimanche arrive, on fait quoi? Le prophète Esaïe. Quand le premier dimanche arrive, on mange ensemble, c'est pas sandwich. Quand on a payé la distribution de sacs de héros, on s'assoit, on mange comme si c'était une fête. La Bible dit, il n'y a pas d'indigent dans la maison de Dieu. Chacun doit être capable de reconnaître ce qu'il sait faire afin d'être propulsé. Donc on veut que vous nous expliquez, on veut parler avec vous pour voir comment on peut aider chacun de vous à devenir quelqu'un. Une église n'est jamais bénie si les gens sont pauvres. C'est quand les gens sont riches, les gens commencent à travailler, les gens commencent à avoir de l'argent, que l'église peut payer les terrains pour construire des grands bâtiments. Mais si tu es pauvre, qui va cotiser au payer les bâtiments? Donc il faut bien qu'on aide à réussir dans nos commerces, à avoir un diplôme. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, on a commencé à payer la scolarité de certaines personnes. Je ne peux pas dire les noms, mais on a déjà commencé. C'est par une photo de famille que s'est terminée la deuxième édition de cette action sociale dénommée Évangélisation parlant. Bonjour, en religion, le MEPF, ministère évangélique Puissance de la foi du prophète Ézéchiel, a vécu un moment de joie avec la célébration de mariage, une occasion bien saisie par le père de la maison pour prodiguer de sages conseils à ses fidèles. Moment de réjouissance au MEPF, ministère évangélique Puissance de la foi, dirigé par le prophète Ézéchiel Sea, 6 dans la commune d'Abobo. Ce samedi 24 avril 2015, à travers une belle cérémonie de mariage, Fatou et Jacques se sont dit oui à travers les liens sacrés du mariage. Un acte fort qui a réuni plusieurs fidèles, servantes et serviteurs de Dieu, parents et proches des différentes familles. Cette cérémonie haut en couleur a été une occasion bien choisie pour le père de la maison, le prophète Ézéchiel, pour prodiguer de sages conseils aux mariés et instruire le peuple sur l'aspect fondamental du mariage. Le vrai mariage, c'est pas la robe blanche ni la baisse. Mais après la baisse et la robe blanche, c'est là qu'on trouve le vrai mariage. La femme doit respecter son mari. Le monsieur doit aussi respecter sa femme. La femme doit rester fidèle à son mari et n'a aucun droit de sortir de son foyer pour aller vers la voisine. Ah, les femmes de Jésus. Ah, voisine. Est-ce que tu as compris ce que tu dois faire? Non, d'abord. La parole mariage est 2 000 francs par le marché. Maintenant, là, c'est 10 francs de jour. La voisine n'a pas le droit de sa place. Asseyez-vous, discutez, si vous me dites conjugal, parlez à Dieu, Dieu va vous répondre. Écoutez des vendus des étrangers dans votre couple. À la suite de son message, l'homme de Dieu qui est le père spirituel des mariés a procédé à la bénédiction du mariage proprement dit et des prières ont été prononcées à l'endroit du couple et une Bible leur a été offerte de façon symbolique car la parole de Dieu représente le fondement de leur couple et de leur mariage. Ce moment merveilleux qui permet désormais au couple de regarder dans la même direction et parler le même langage s'est achevé par la prière donnée par le prophète Ézéchiel Sea. ASM, École internationale du ministère du pasteur Christ Oyakilome, a officiellement ouvert ses portes au Gabon, préciséement dans la ville de Port-Gentil. À cet effet, une cérémonie a été organisée à l'église Le Seigneur de la Moisson pour la présentation officielle de la cellule ASM Gabon. L'école internationale du ministère AISM du pasteur Christ Oyakilome est désormais à Port-Gentil au Gabon. C'est à l'église Le Seigneur de la Moisson que s'est fait l'ouverture de la cellule de l'ISM Port-Gentil. Pour l'ouverture de la cérémonie, le pasteur Pendi Franck, trésorier de la dite cellule, a recommandé les moments entre les mains de l'Éternel.
Puis la lecture de la rhapsodie du jour s'est suivie et la confession par la suite. Cher Père, merci pour ton précieux Saint-Esprit que tu m'as donné. Le pasteur Nathanaël, secrétaire général, a présenté au ministre de Dieu présent qu'est-ce que c'est AISM. L'école internationale du ministère n'est pas une église, n'est pas un ministère, est une école interdénominationnelle de formation pour tous les ministres de l'Évangile que nous sommes. Les hommes de Dieu qui ont assisté à la session 2015 ont partagé quelques témoignages pour encourager ceux qui hésitent encore. Pasteur Chris, comme on le dit, il n'a pas une église, il n'a même pas un ministère, c'est plus grand que cela. Son cœur et son souhait, c'est de voir les hommes de Dieu être impactés, être remplis de la connaissance. En 6 mois, je suis parti de 200 personnes, aujourd'hui je suis à 500 fidèles. Ce que je peux dire à tous les ministres de Dieu qui sont là, c'est d'aspirer au désir d'être au contact de ces peuples. Lorsqu'on rencontre un homme qui porte avec lui une aussi forte onction, inévitablement, il y a impactation. Alors je vous encourage à prendre part à ces moments, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment des moments de bénédiction, des moments de perfectionnement du ministère que nous avons reçu du Seigneur. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'est ce à quoi le coordinateur régional, le pasteur Émile Donatien, a exhorté ses confrères sur le thème « Comment marcher dans une plus grande onction ». Un ministre de Dieu a des exigences spirituelles. Parmi ces exigences, il y a l'étude de la parole de Dieu. Voulez-vous avoir une onction? Voulez-vous être particulier dans votre ministère? D'abord, prendre une place en vous. Amen. Et les moments se sont achevés par un cocktail. Quelques avis se sont prêtés au micro de Béni TV. On a l'impression simplement qu'elle est très bonne et d'avoir été richement bénie. Bénir aux hommes de Dieu aussi, qui ont formé cette cellule pour la communion fraternelle. Ce qui m'a vraiment marqué avec le pasteur, c'est qu'il a des enseignements. Écoutons le coordinateur régional. Je voudrais bénir Dieu, je voudrais bénir Pasteur Chris, je voudrais bénir mes responsables, Pasteur Sam. Aujourd'hui, comme vous venez de voir, il y a eu une mobilisation des hommes de Dieu dans le maritime. Et c'était l'ouverture officielle de la cellule AISM Atlantique. Et nous pouvons prendre compte que c'est une réussite totale. Actualité africaine, président du Soudan depuis un quart de siècle, Omar El-Béchir a été réélu pour 5 ans avec plus de 94% des voix dès le premier tour. Une élection boycottée par l'opposition et critiquée à l'étranger. Au Soudan, sans grande surprise, Omar El-Béchir a été réélu à la tête du pays dès le premier tour et avec plus de 94% des voix. Une élection boycottée par l'opposition et largement critiquée à l'étranger. Président du Soudan depuis 25 ans, Omar El-Béchir fait l'objet de mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Face à la multiplication des tragédies en Méditerranée, surtout celle survenue le 19 avril dernier et qui a fait 700 morts, le chef du gouvernement italien Matteo Renzi, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et la chef de la diplomatie de l'Union européenne Federica Mogherini se sont rendus au large de la Sicile au bord du navire de la marine italienne. Ils sont sur le pont, bien décidés à trouver une solution au drame de l'immigration clandestine et à se montrer unis. C'est du moins l'image qu'ont donné ce lundi le chef du gouvernement italien Matteo Renzi, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et la chef de la diplomatie de l'Union européenne en se rendant au large de la Sicile à bord du navire de la marine italienne San Giusto. Dans la même journée, un peu plus à l'est, à Tarente, dans les Pouilles, c'est le navire Aviere de la marine italienne qui débarquait un peu plus de 270 personnes, parties de Libye et secourues en pleine mer. La Libye, qui s'est peu à peu enfoncée dans le chaos après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, est pointée du doigt. La Libye, où dans ce centre de détention de Zawiya, situé à une 50aine de kilomètres de Tripoli, des migrants dénoncent des conditions inhumaines et des abus commis par les milices. Beaucoup de gens ici sont malades, dit ce migrant. Certains ont des allergies. Des gens meurent. Beaucoup d'entre nous sommes venus d'Érythrée, sommes venus ici jusqu'à cette prison, jusqu'à rien.
Ils n'ont aucun plan pour nous, déplore cet autre migrant. Tout ce qu'ils font, c'est nous frapper, nous traiter comme des esclaves, nous faire faire toutes sortes de travail. Nous avons besoin de votre aide. Aidez-nous à sortir de cet endroit, s'il vous plaît. Aidez-nous avant qu'on ne meure ici. 455 hommes sont enfermés dans ce camp de Zawiya. Certains sont très jeunes. Le président ukrainien Petro Poroshenko a appelé lundi l'Europe à envoyer une mission de maintien de la paix dans l'Est rebelle pro-russe de son pays où les tensions restent vives en dépit de la trêve. Un sommet entre l'Ukraine et l'Union européenne, cela n'était pas arrivé depuis plus de 2 ans. Le président ukrainien en a profité pour redire son souhait d'une future adhésion. Nous serons à vos côtés, a répondu le président du Conseil européen, mais à certaines conditions. L'Europe ne peut pas faire le travail difficile pour vous. Cela ne peut être fait que par vous. Il revient à la nation ukrainienne, à son gouvernement et son parlement de mener ce travail difficile pour réformer l'Ukraine, la rendre plus prospère, en faire un pays plus juste et plus équitable. Un constat nuancé par le président Petro Poroshenko. Lui estime que l'Ukraine a déjà beaucoup fait en quelques mois seulement. Nous demandons une évaluation objective de l'action de notre équipe. La thèse selon laquelle l'Ukraine est en retard sur les réformes n'est pas totalement objective et ce n'est pas entièrement vrai. En marge du sommet, Donald Tusk a rendu hommage aux victimes de Maïdan, tandis que dans l'est de l'Ukraine, les violences sporadiques avec les rebelles pro-russes se poursuivent malgré le cessez-le-feu. Or, l'Europe hésite à s'impliquer davantage sur le terrain, comme le rappelle notre correspondant à Kiev. Le district de Torrelago à Laguna de Duero, près de Valladolid en Espagne, est en passe de devenir un exemple à grande échelle d'efficacité énergétique en Europe. Les résidents ont vu leur vieille façade de briques bénéficier d'une rénovation écologique qui a pour but de réduire la consommation thermique des bâtiments. 31 bâtiments, près de 1500 logements, 4000 habitants impliqués. Le district de Torrelago à Laguna de Duero, près de Valladolid en Espagne, est en passe de devenir un exemple à grande échelle d'efficacité énergétique en Europe. Les résidents ont vu leur vieille façade de briques bénéficier d'une rénovation écologique qui a pour but de réduire la consommation thermique des bâtiments. Les travaux de rénovation ont démarré il y a 1 an dans le cadre du projet européen Cityfied. Parmi les 31 bâtiments du district de Torrelago, déjà 7 ont été rénovés avec une nouvelle isolation de la façade. Et le confort s'est amélioré. Nous avons noté une réduction de la consommation d'énergie d'environ 40%. Ce projet de réhabilitation comprend une mise à niveau des réseaux de chauffage et de chauffage de l'eau à travers le remplacement des chaudières à gaz par la biomasse en brûlant essentiellement des copeaux de bois. Une refonte du système de distribution d'énergie pour créer des réseaux intelligents est également prévue. Notre système de chauffage est alimenté par une production mixte. À l'avenir, 80% seront produits grâce à la biomasse et 20% avec du gaz naturel. Le système dispose d'une assistance. En cas de problème de livraison, nous pouvons aussi produire de l'énergie avec du gaz naturel. Cette production mixte réduit les émissions de CO2 de plus de 70%. Le but du projet Cityfied est de développer des stratégies pour la ville intelligente du futur qui puissent être facilement adoptées par d'autres villes européennes. En France, avec 15 400 demandeurs d'emploi supplémentaires, le nombre de chômeurs en France métropolitaine a augmenté. Le ministère français du Travail relativise cette nouvelle progression. Le nombre de demandeurs d'emploi a de nouveau augmenté en mars en France, une hausse qui a touché plus particulièrement les jeunes, selon les chiffres publiés par le ministère du Travail. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A qui n'exerçaient aucune activité a progressé de 0,4% le mois dernier, soit 15 400 personnes de plus, portant le total à 3 509 800, 3 770 000 en incluant l'outre-mer. Il s'agit du 2e mois de hausse consécutive du chômage en France, après une légère baisse en janvier. La hausse sur un mois a été particulièrement forte chez les moins de 25 ans en catégorie A, plus 1%.
En Allemagne, tournant dans l'histoire de Volkswagen, Ferdinand Piëch, figure centrale du groupe automobile depuis 22 ans, a démissionné de tous ses mandats de président du conseil de surveillance qu'il exerçait au sein de l'entreprise. Suivez ce reportage. La presse allemande n'hésite pas à le comparer à des géants de l'automobile tels que Henry Ford ou Eiji Toyoda. Ferdinand Piëch, 78 ans, a quitté la présidence du conseil de surveillance du groupe Volkswagen après avoir tenté en vain de congédier le président du directoire du groupe automobile, Martin Winterkorn. Ferdinand Piëch, c'est le petit-fils du concepteur de la coccinelle, Ferdinand Porsche. Il a fait du groupe Volkswagen un géant en passe aujourd'hui de détrôner le japonais Toyota comme premier fabricant mondial d'automobiles. C'est Ferdinand Piëch qui a bâti au fil des années le groupe aux 12 marques, qui dégage 13 milliards d'euros de bénéfices annuels et fait vivre directement 600 000 personnes sur 5 continents. La montée en gamme d'Audi, devenu en 20 ans le rival de BMW ou de Mercedes, c'est lui. Mais son action la plus marquante restera sans doute le rachat de Porsche en 2009. La démission de Ferdinand Piëch marque un véritable tournant et le changement d'une époque chez Volkswagen. Maintenant, chacun va devoir faire avec cette vacance du pouvoir et un nouvel équilibre du pouvoir va devoir se dessiner. Mais l'équilibre du pouvoir se fera certainement sans le poids de Piëch et de ses prises de position en première ligne. On verra d'ailleurs s'il va jouer le rôle d'une éminence grise ou bien s'il abandonne complètement la partie, explique Stefan Bratzel, expert automobile. Ferdinand Piëch a perdu son combat contre Martin Winterkorn, le président du directoire de Volkswagen, lui qui avait obtenu la tête de plusieurs patrons du groupe. Avant d'enclencher son bras de fer avec Winterkorn, Ferdinand Piëch n'a pas correctement estimé le poids de ses soutiens au sein du conseil de surveillance. Ayant exprimé publiquement sa défiance vis-à-vis du président du directoire, il n'a pu que constater sa défaite et sortir par la petite porte. Actualité en Russie à présent, dans cette usine à troll de Saint-Pétersbourg, ils sont des centaines à scruter Internet et à écrire des commentaires pour orienter les débats et les blogs en faveur du pouvoir russe. Depuis le début de la crise en Ukraine, la guerre ne se joue plus seulement sur le terrain. Une guerre de l'information est à présent déclarée. Le même balai d'aller et venu, chaque soir, à la même heure. Ces bureaux du nord de Saint-Pétersbourg sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, comme une usine dont la production ne doit jamais s'arrêter. Voilà, là c'est le changement d'équipe. Les trolls du Kremlin qui travaillent de jour viennent de sortir. Et juste avant, les équipes de nuit sont entrées. Ils vont travailler jusqu'à 6 heures du matin et écrire des posts et des commentaires pour inonder Internet d'idées bien intentionnées. Cet immeuble a été surnommé l'usine à trolls. Les trolls, ce sont ces personnes qui écrivent des commentaires sur les blogs ou les réseaux sociaux pour orienter ou faire dégénérer le débat. Lyudmila a travaillé dans cette structure secrète et sans existence officielle pendant 2 mois, comme des centaines d'autres personnes. Attirée par un salaire intéressant, elle a finalement démissionné, écœurée. Il fallait par exemple faire des commentaires très positifs sur le travail du gouvernement. On donne une info et on nous dit ce vers quoi il faut tendre. Par exemple, expliquer que la vie est de plus en plus belle et qu'on vit de mieux en mieux. Et s'il s'agit des États-Unis, on doit tout faire pour que celui qui lit arrive à conclure de lui-même que là-bas les gens vivent mal et que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Plusieurs médias ont enquêté sur cette usine à trolls de Saint-Pétersbourg. Le journal Novaya Gazeta, l'un des derniers journaux libres du pays, a publié une liste des pseudonymes utilisés par ces petites mains du Kremlin qui officient sur la toile. Des centaines de noms, des milliers de commentaires écrits chaque jour, avec des missions bien précises. Les 2 héros principaux des commentaires commandés aux trolls, ce sont Vladimir Poutine et Sergueï Shoigu. Parmi les thèmes les plus fréquents qu'on rencontre, c'est la mise en place d'un sentiment négatif sur tout ce qui concerne la politique des autorités ukrainiennes. Et à l'inverse, il faut éclairer de façon positive la politique intérieure et étrangère du Kremlin. L'Ukraine, au cœur de la propagande du pouvoir russe. Depuis le début de la crise, en plus du conflit dans le Donbass, une nouvelle guerre a été déclarée, celle de l'information. Fin 2014, les budgets des principaux médias russes diffusés à l'étranger devaient être largement augmentés, certains plus que doublés,
comme celui de la nouvelle agence d'État baptisée Russie aujourd'hui. Objectif affiché, faire entendre le point de vue de la Russie à l'étranger, de grandes ambitions finalement revues à la baisse en raison de la crise économique et de la chute du rouble. Dans les médias russes, pro-Kremlin pour la quasi-totalité, l'ambiance est pesante. Plus de place pour les voix discordantes. Nous avons rencontré un journaliste qui souhaite rester anonyme, qui a dû démissionner pour s'être opposé à la ligne éditoriale anti-Ukraine de son journal. En règle générale, peu de gens lisent les journaux ou la presse sur Internet. Les gens regardent la télé. Et tout ce qu'on montre à la télé, ce sont d'horribles nationalistes ukrainiens qui veulent tuer tous les russophones en Ukraine. Les mensonges sont produits à la chaîne. Les mensonges sont passés à un niveau de production industrielle. La presse dans le pays où je travaille se comporte comme la presse en Allemagne dans les années 1930. Si le cessez-le-feu en Ukraine semble globalement respecté, la guerre de l'information, elle, ne connaît pas de répit. De leur côté, les médias russes proches du pouvoir que nous avons contactés n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Ce journal vous a été présenté par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre attention. À retrouver pour l'édition du soir, Christian Briot. À bientôt.